sans faire une synthèse exhaustive de tout ce qui vient d'être dit et dans cette journée, je voulais essayer de vous proposer de regarder un petit peu ce qui avait été dit au travers de trois prismes, trois ou quatre prismes. Qu'est-ce que c'est qu'être autonome et économe, d'après ce qu'on a entendu aujourd'hui? Notre idée autour de la transition, puisqu'on parle de transition agroécologique, et du coup, il y a plusieurs idées qui ont été ressorties, sur lesquelles je voudrais revenir, et peut-être proposer une petite grille de lecture, et puis autour de l'innovation, parce qu'en fait, je pense qu'on est ici au cœur d'un dispositif d'innovation collective, comme ça vient d'être dit, puisqu'en fait, une des idées, c'est de dire que par le collectif est aussi porteur de questions, c'est aussi un endroit où travailler ses propres questions, et ça donne beaucoup de sources d'inspiration, comme ça vient d'être dit par Cédric. Alors, être économe et autonome, on a eu une entrée très forte autour de réduire ses coûts. Et ce que j'ai trouvé, moi, intéressant, en tant que gars de l'Ouest qui est débarqué en Auvergne et qui a quand même essentiellement travaillé sur des situations de plaine auparavant, c'est que réduire ses coûts, c'est pas juste sortir du maïs, contrairement à des débats qui sont souvent présents, c'est passer à l'herbe. Non, on a aussi vu ici que Jean-Michel nous a présenté un système dans lequel il était à l'herbe, mais que en fait, finalement, travailler l'herbe, ça s'apprend, ça nécessite aussi de travailler différemment. Et ce qu'on voit ici, et si on confronte aussi avec les témoignages qui avaient eu lieu lors de la précédente journée, c'est qu'il y a un rapport dans le massif, il y a vraiment une capacité à sortir de cette notion de zone de handicap naturel, en vraiment travaillant sur cette notion de biodiversité et de la façon de travailler par les conduites pastorales. Donc je trouve que là-dessus, il y a vraiment une originalité de l'économie et l'autonomie en zone de moyenne montagne qui mérite d'être mise en avant et qui mérite aussi de continuer en termes de travail, parce qu'il y a vraiment des sorties hyper intéressantes et qui peuvent aussi inspirer beaucoup les situations de plaine. Autonomie et économie. Moi, lorsque j'ai commencé à travailler avec les CIVAM, pour moi, l'autonomie, c'était l'idée, en effet, de prendre ses propres décisions. Et ça a été redit aujourd'hui. Mais en fait, ça veut dire quoi, prendre ses propres décisions? Et en fait, lorsque j'avais commencé à regarder un petit peu dans les personnes, les théoriciens de l'autonomie, en gros, il y avait deux courants de pensée. Il y avait Ivan Illich et puis Castoriadis. Ivan Illich disait que finalement, être autonome, c'est de construire ses propres ressources pour éviter, en fait, de prendre ou d'emprunter un progrès technologique qui nous dépasse et qu'on ne savait pas travailler soi-même. Typiquement, dans la ferme, c'est ne pas utiliser le tracteur, parce que le tracteur, à un moment donné, il faut des savoir-faire et des compétences particulières pour être capable de le réparer si jamais il tombe en panne. Alors je me suis dit, le RAD, il y a un peu de ça, le CIVAM, il y a un peu de ça, mais pas complètement. Et Castoriadis disait autre chose. Lui, il disait, c'est être en mesure de discuter et de créer ses propres institutions, afin de pouvoir savoir ce qu'on y met, ce qu'on y discute et ce qu'on a envie d'y faire collectivement, quoi. En fait, ce qu'on retrouve aujourd'hui dans les différents témoignages, c'est que les deux sont présents chez les agriculteurs qu'on a entendus aujourd'hui et chez les animateurs. Et les animateurs qui étaient là et qui témoignaient également nous ont montré en fait quelle posture ils adoptaient pour pouvoir se mettre au service là, quoi. Donc en fait, ce que j'ai relevé dans la construction de ses propres ressources, la première chose, c'est faire par soi-même. Alors je ne vais pas citer tout le monde, mais j'ai retenu quelques éléments de témoignage. Donc notamment, il y a Jean-Michel et Christian qui nous ont parlé de concevoir par eux-mêmes leur système d'élevage. Ils aboutissent à des systèmes tous les deux plus économes, plus autonomes, mais des systèmes très différents. Jean-Michel sur un système très pastoral, Christian ayant gardé du maïs dans son système. Alors, ce qui a été intéressant aussi, c'est que cette autonomie, cette économie, cette autonomie de pensée, ça amène à devoir essayer de trouver par soi-même une situation qui convient, qui est en cohérence avec ce que l'on est, ce que l'on fait. Et ce qui est intéressant dans ces situations d'autonomie, c'est que des débats de valeurs et de normes se poursuivent. On a entendu des débats de valeurs qui étaient plus ou moins initiés autour de l'ensilage, de l'agriculture biologique. Est-ce que ça allait ensemble? Est-ce que le maïs allait avec l'agriculture biologique? Et en fait, on voit en fait que l'agriculture autonome n'est pas une et uniforme. Dans cette idée de faire par soi-même, on a aussi eu le témoignage de Pauline et d'Anne-Marie qui nous disaient on se sent vraiment acteur, autonome et créatif car on expérimente. Et donc en fait, il y a la notion de pouvoir d'agir dans cette idée de faire par soi-même. Agir et ne surtout pas. Et donc d'ailleurs, dans le témoignage de Pauline, on avait plutôt un truc autour du pouvoir d'agir et de ne surtout pas agir, des fois en apprenant à mieux sentir ces animaux, à mieux les observer, mieux les accompagner. Alors le deuxième élément autour de la construction des ressources, et je me méfie un tout petit peu du temps, c'est construire ses propres ressources. Ça pose des questions anciennes, ça pose aussi des questions nouvelles,
Mais en fait, ce qui est très important, c'est de trouver les dispositifs pour y répondre. On n'est pas dans l'invention. Il n'y a pas forcément grand-chose de neuf pour des gens pour certaines personnes, probablement. Mais en fait, il y a des choses de très nouvelles pour les personnes qui les vivent et qui les mettent en place. Ceci étant dit, il y a besoin quand même de nouveautés. On a besoin de nouveautés, on a besoin de ressortir des choses qui ont déjà été faites par le passé pour les remettre au goût du jour. C'est vraiment un processus d'innovation. On a évoqué des choses autour des recherches nécessaires, autour du croisement de races, autour des changements de race et de la rusticité, autour du vieillissement des prairies, autour de des conduites sur les légumineuses, et autour de la façon de travailler avec la flore et d'être plus en adéquation avec la flore sur le temps long et sur le temps court. L'adaptation au changement climatique, ça nous a aussi amené des questions très différentes, très nouvelles, sur finalement est-ce qu'on est en mesure de travailler sur des nouvelles ressources biologiques pour faire face à tout ça, faire face à des choses qui nous tombent dessus et sur lesquelles il va falloir qu'on soit un peu proactif. Puis on voit des solutions un petit peu anciennes qui ressortent, mais qui sont hyper importantes, avec les reports de stocks, qui font l'objet, les stocks de sécurité, qui font l'objet de beaucoup de débats chez les agriculteurs autonomes, puisque en fait, le stock peut être des fois vécu comme une charge supplémentaire. Alors quand je disais en fait, des dispositifs ad hoc pour construire des propres ressources, en fait, on voit bien ici qu'on se tient quand même à distance des modalités de recherche et de connaissances qui sont un petit peu trop descendants. Capflore, par exemple, on peut se laisser vite penser, mais finalement, ça ressemble à quelque chose où les gens cherchent juste une recette, ils rentrent leurs conditions de ferme, et puis on reçoit le mélange qui va aller dans la parcelle, et puis ils roulent. En fait, on voit bien qu'on est dans un processus complet de recherche participative, avec l'idée de faire des restitutions aussi, de faire des retours sur comment est-ce que la flore de cette prairie semée va se comporter, et puis dans un processus du coup de participation pour réussir à mettre en place un outil qui soit de plus en plus intéressant et en adéquation avec les besoins des personnes. Alors, on a eu une session sur l'enseignement, avec l'idée de se poser la question, moi j'ai envie de poser la question finalement, est-ce qu'apprendre à construire ses propres ressources, ça s'enseigne ? On voit en fait qu'il y a des différentes initiatives assez récentes qui ont été un petit peu facilitées par le mouvement lancé par le ministère de l'Agriculture et avec l'idée d'essayer d'avoir des espaces tests dans des fermes de PL ou dans d'autres fermes pour impliquer les élèves, leur permettre de découvrir des systèmes nouveaux qui ouvrent le champ des possibles, qui sont un peu différents de ce qu'ils voient, parce que l'ignorance, ça peut aussi être une façon de se fermer les champs des possibles, et du coup la découverte de ce qui existe, ça peut être une façon de l'ouvrir. On voit aussi qu'en plus de faire découvrir des pratiques agricoles différentes, le fait que des agriculteurs viennent échanger sur les lycées, ça leur permet de découvrir d'autres façons d'envisager les échanges de connaissances entre pairs, et du coup de voir ce qui s'y échange. Et puis, ce que je retiens aussi, c'est de mettre les jeunes la volonté de mettre les jeunes en situation active, et donc qu'ils prennent la mesure que sur leur territoire de vie, il y a différents points de vue portés par différents acteurs, que ces acteurs interagissent, agissent, se confrontent, et ça mérite d'être vu et entendu pour pouvoir faire son chemin. Alors, puis le dernier point sur ces constructions, sur cette autonomie, avant de passer à la transition, c'est dire qu'il y a l'idée de construire ses propres institutions, créer ces réseaux d'échanges et de connaissances. Finalement, ici, c'est l'idée de dire qu'on a entendu beaucoup parler de l'échange entre pairs, de la nécessité d'avoir ces échanges entre pairs pour échanger des connaissances, des savoir-faire, pour échanger des questions et des doutes, de la réassurance pour les gens qui commencent, qui mettent le pied à l'étrier, et puis qui peuvent bien entendre chez les autres ça marche, mais le voir concrètement et pouvoir échanger sur le concrètement comment on fait pour que ça marche, ça peut aider. Et puis, on a aussi l'idée de la gouvernance dans ces groupes. Je pense en fait que ce qui est intéressant, c'est de regarder comment est-ce que les animateurs, il faut rentrer plus intimement dans la mécanique des groupes pour voir comment les animateurs travaillent avec les éleveurs pour s'assurer que vraiment les questions qui sont portées et qui sont travaillées dans le groupe viennent vraiment d'eux et qui est vraiment le gage de l'adhésion et de l'intérêt que portent les éleveurs et éleveuses à ces groupes-là. Je pense que ça, c'est important à souligner. C'est un argument qui plaide quand même fortement, de mon point de vue, pour le maintien de structures variées dans l'encadrement agricole. Ces structures, elles n'ont pas toutes les mêmes modalités d'action, elles n'ont pas toutes les mêmes gouvernances. Et cette diversité, je pense qu'il faut vraiment qu'on travaille pour qu'elle soit maintenue dans une situation économique qui est plutôt instable. Parce qu'en fait, si on veut vraiment travailler la question de l'agroécologie et de la coexistence des modèles agricoles, il faut aussi leur donner les moyens d'exister de manière équitable.
Alors ça m'amène à au deuxième élément qui est la transition. La transition, ça renvoie à quelque chose... alors il y a eu différents points de vue, mais il y a une sorte d'accord autour de l'idée qu'il faut que ce soit en douceur, progressif, et que ça renvoie à une recherche de sens. Alors, ce qu'on a pu observer dans nos travaux, c'est qu'en douceur progressif, ça l'est tout le temps, recherche de sens aussi, mais ce n'est pas parce que c'est en douceur et progressif dans la tête des gens qui la vivent que ce n'est pas brutal vis-à-vis de l'extérieur parfois, parce qu'ils n'ont rien vu venir et que d'un coup, on passe à une situation de système plus autonome sur la ferme. Alors, finalement, ce qu'on voit dans la transition, c'est que lorsque on démarre, ça ouvre un vaste chantier sur le plan pratique. Je renvoie ici aux 20 km de clôture que j'ai noté. Sur le plan humain, je renvoie ici à l'idée de travailler avec une génération qui vit le changement comme une remise en cause de son propre travail, que j'ai aussi noté dans les échanges de ce matin. Et donc forcément, le changement et la transition, ça renvoie à des changements qui sont pour partie anticipables et d'autres beaucoup moins. Je pense que ce qui marque vraiment dans le changement, c'est l'idée qu'il y ait la recherche d'une nouvelle cohérence interne pour les personnes qui les vivent, entre ce qu'ils font, ce qu'ils pensent, et puis ce à quoi ils croient. Alors, on dit, nous, dans les façons de penser le changement et de la façon de l'avoir théorisé à partir des agriculteurs des CIVAM, que finalement, c'est des allers-retours permanents entre ce que les agriculteurs souhaitent et ce qu'ils vivent, et ce qui s'avère possible dans leur milieu, entre les problèmes qui se présentent à eux et les solutions qu'ils arrivent à trouver. Alors je voudrais souligner quelque chose qui est quand même important et qui renvoie au débat de valeurs, c'est que dans le changement, on donne un poids à ce que l'on souhaite, évidemment, parce qu'aller vers ce que l'on souhaite, c'est toujours plus facile, mais on donne aussi beaucoup de poids à ce que l'on croit. Alors introduire la notion de croyance pour un scientifique, c'est sûrement un petit peu léger. Pourtant, en même temps, c'est comme ça que les gens fonctionnent. C'est-à-dire qu'il y a l'idée de croire il y a des réalités qui sont tangibles, qui sont prouvables. Et puis, l'action, elle ne repose pas uniquement que sur du tangible et du prouvable. Il y a aussi des croyances. Et les croyances, elles prennent beaucoup de place dans la façon de pouvoir avancer. Je pense en fait que c'est hyper important de le souligner pour une raison simple, c'est que la transition agroécologique, aujourd'hui, on voit plusieurs courants de pensée qui existent, notamment dans l'institut pour lequel je travaille, avec l'idée que finalement, comment est-ce qu'on va vers la transition agroécologique? Il y a un courant de pensée qui est de dire, les gens ils vont aller par des situations et on va regarder qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Et il y a aussi l'idée de dire il faut instruire toutes les interactions agroécologiques qui existent dans la nature pour savoir lesquelles on pourrait mobiliser sous la forme de services ou de disservices. Je pense que, et là il faut faire, moi ma position c'est de dire que de ce point de vue-là, vos situations, elles sont extrêmement enrichissantes puisque vous y allez, sans forcément tout comprendre et c'est nécessaire de ne pas tout comprendre sinon on n'y va pas. Et que du coup vous êtes des supports de recherche aussi super intéressants pour aider pionniers en matière de transition agroécologique. Le dernier élément concernant la transition, c'est que la transition est un mouvement volontaire. Alors, donc en fait, ça c'est quelque chose d'intéressant parce que finalement, vous êtes sur une situation de choix, sur une situation où vous êtes moteur dans la façon de changer, mais c'est aussi quelque chose qu'il faut bien avoir en tête, que le changement, ça renvoie à un changement de normes professionnelles et ça touche en partie aux valeurs des gens. Ça veut dire que vouloir forcer d'autres à aller là où vous êtes allé, ce serait quelque part rentrer dans un système de perversion. Sur le court terme au moins. C'est ce qui est intéressant, et donc, je le dis d'autant plus librement que c'est des choses qu'on a déjà beaucoup échangé avec certaines personnes des CIVAM, et que du coup, ça renforce encore plus, comme vous l'avez dit, le travail autour de la mise en éveil dans l'enseignement agricole et des futurs agriculteurs, et qu'ils aient accès, qu'ils puissent connaître ces systèmes vertueux, afin qu'ils puissent faire eux-mêmes leur évolution interne et leur changement progressivement. L'idée, en fait, c'est qu'il vaut mieux changer en donnant envie, quoi. Voilà ce que je voulais simplement dire. Le dernier point que je voulais aborder, c'était l'innovation, et je m'arrêterai là. Il y a un auteur qui s'appelle Stonemeyer et qui distingue souvent l'invention, l'innovation et la conduite de projet. L'invention, c'est créer quelque chose de neuf et le mettre dans la nature, voir ce qui advienne que pourra. L'innovation, en fait, elle s'intéresse directement à quelque chose de nouveau, mais qui est à la rencontre avec les milieux productifs. C'est-à-dire qu'elle s'intéresse beaucoup à comment est-ce que les milieux productifs peuvent travailler la question et changer. Et la conduite de projet, c'est l'idée que l'innovation, ça doit se faire en groupe et que du coup, en fait, c'est l'idée de mettre des outils à disposition des gens qui veulent changer. Moi, il me semble que vos groupes
sont des groupes de conduite de projet, et que vous, les agriculteurs individuellement, sont dans l'innovation complète. Alors j'avais prévu d'utiliser un exemple pour montrer comment est-ce que l'invention conduit à des absurdités, mais je ne vais pas avoir le temps. Simplement, pardon, on a un peu de temps ? Ok. En fait, l'invention, c'est quand même un mode de recherche qui est beaucoup utilisé. C'est l'idée de dire on va produire quelque chose de neuf et puis on va voir ce que ça va donner. Par exemple, il y a un exemple assez frappant qui a fait l'objet de pas mal d'études, c'est la conduite de la banane, de la bananeraie antillaise, en arrêtant l'utilisation de la chlordécone, qui était en fait un hématicide qui s'est retrouvé à peu près dans toutes les matrices environnementales des deux îles, enfin des différentes îles qui cultivent la banane, qui font la monoculture de banane, et qui a conduit à pas mal de troubles de la santé sur ces deux îles. La recherche a inventé beaucoup de systèmes de culture de banane pouvant limiter ou ne plus utiliser du tout la chlordécone. Mais ces inventions, en fait, on s'est rendu compte qu'elles n'avaient pas du tout le même taux de pénétration en Guadeloupe et en Martinique. Alors, en fait, il y a Ludovic Temple, qui est un sociologue, qui a été un petit peu étudier les différences, les raisons qui pouvaient expliquer que ce n'était pas autant utilisé en Martinique et en Guadeloupe. Puis en fait, il s'est rendu compte que tout ça, c'était quand même extrêmement lié à la façon dont le travail était organisé dans ces deux îles. En Martinique, le travail est régi par un code de travail et par des contrats à durée indéterminée, avec des travailleurs qui travaillent sur la bananeraie et qui ont accès à un fonds de formation pour pouvoir travailler sur cette bananeraie. En Guadeloupe, la sortie de l'esclavage a été négociée différemment et les travailleurs ont décidé de ne surtout pas avoir accès à des CDI, d'être en CDD ou en tâcheron, ce qui fait qu'ils ont des interventions toujours ciblées sur les bananeraies, qui était pour eux une façon de garder plus d'indépendance vis-à-vis du patronat, mais ce qui fait qu'ils ont beaucoup moins de temps à consacrer à l'observation de la banane et qu'ils ont aussi beaucoup moins de temps à consacrer à des formations. Et donc en fait, ce que j'essaye simplement de dire là, c'est que l'invention, elle a assez peu de sens si on ne la pense pas dans l'optique de la rencontre avec les milieux productifs. Et que de ce point de vue-là, vos réseaux, ils sont hyper intéressants puisque ce sont les usagers eux-mêmes qui sont en situation d'innover et de créer des connaissances et des savoir-faire pour les mettre en action. Donc c'est un modèle intéressant également en termes d'innovation. Alors l'innovation, ça ramène encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'idée de faire des fois des neufs avec du vieux, des fois faire du neuf pour vraiment changer fortement. Et on voit bien que ce n'est pas une mince affaire, que ça nécessite d'être capable de sortir de s'extraire du jugement de son milieu social et de son milieu professionnel. Et que ça ramène aussi des choses assez intéressantes dans les débats. J'ai entendu parler d'innovation assez intéressante et assez décalée par rapport à ce qu'on pourrait voir aujourd'hui dans les systèmes dits standards ou dans les systèmes plus industrialisés. J'ai entendu parler de traite mobile. Et donc, j'ai entendu parler de différentes variétés et de différentes espèces. Et donc, en fait, il faut bien se dire que l'innovation s'est située et que c'est situé dans le temps et dans l'espace. Donc, ce que simplement je voulais dire pour finir, c'est que ici, donc, l'innovation montre bien l'idée qu'on pense l'avenir dans les milieux productifs, qu'on pourrait peut-être trop rapidement penser que je suis en train d'opposer un modèle top-down et un modèle bottom-up. Je pense que c'est pas exactement comme ça que j'ai envie de dire les choses, même si je suis assez intéressé et beaucoup plus intéressé pour travailler à partir de modèles bottom-up. Mais je pense en fait que pour regarder les dynamiques d'innovation, il faut aller un petit peu plus près, regarder la réalité des acteurs et la façon dont ils travaillent ensemble pour être en mesure de voir comment la connaissance se crée et elle s'échange. Alors peut-être que la dernière chose en termes d'innovation chez vous, et qui était quelque chose de nouveau par rapport à ce qu'on a pu voir la dernière fois dans la DMM, c'est la création de valeur ajoutée, avec la notion finalement de finition et voire qui n'a pas été abordée aujourd'hui, de vente directe. Et donc qui est de nature, plus ou moins, on l'a vu selon les systèmes, à changer aussi un petit peu la façon dont vous travaillez sur les fermes et vous conduisez vos systèmes économes et autonomes. On a vu que ce n'était pas toujours vrai pour l'engraissement des bœufs à l'herbe. Ça peut s'ancrer dans une situation sans changer les conduites de pâturage. On a vu que pour d'autres, ça changeait les dynamiques d'allottement. Donc j'imagine qu'il y a encore des travaux à mener là-dessus. Je vous remercie.